On va commencer à regarder qu'est-ce qu'un plan de financement et surtout comment on peut le mettre en œuvre pour financer les investissements de votre écolieu. Alors, vous vous souvenez peut-être, on a travaillé donc sur la dernière leçon sur les deux situations d'un compte d'exploitation, hein. Vous vous souvenez, il y a une première situation où le compte d'exploitation, en fait, il est déficitaire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ses dépenses sont supérieures à ses recettes, ce qui crée un déficit. Et on voit que pour combler ce déficit, en fait, ici, et payer toutes les charges qu'on a eues de l'exploitation, eh bien, on va être obligé de faire appel à des ressources extérieures qui vont venir en fait qui vont venir financer en fait ce déficit. Et donc on voit que si là on a du capital ou des fonds propres ou des comptes courants, eh bien on va malheureusement devoir utiliser ce capital pour financer ces déficits. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec notre pauvre Terre, hein, notre planète, hein, puisqu'en fait la comptabilité, elle permet de gérer des stocks et des flux rares, hein. Et donc on pourrait dire qu'on fait exactement on fait la même chose avec la Terre, hein. C'est-à-dire on consomme de notre capital en fait pour faire fonctionner notre exploitation, et pour ça on détruit du capital naturel, voire même du capital humain. Et puis on voit qu'à un moment donné, si effectivement on arrive à tenir le coup jusque-là, eh bien à un moment donné ça va s'inverser, c'est-à-dire que nos dépenses vont être inférieures à nos recettes et que nos recettes vont venir s'ajouter à nos apports initiaux de telle façon à augmenter notre actif, donc augmenter le capital humain, naturel et productif, et grâce à ça on va pouvoir plutôt impacter positivement notre planète que je représente ici par les 17 ODD des Nations Unies. Donc, un plan de financement, ça sert à quoi? Eh bien, ça va servir à lister tous les coûts que vous avez dans votre écosystème, dans votre écolieu en transition, qui vont être appelés des besoins. Vous allez avoir des besoins de financement que vos recettes, pour l'instant, ne financent pas, hein, puisque vous allez être en déficit, donc vous n'êtes pas capable de financer ces coûts. Et puis derrière, en fait, on va lister toutes les ressources qui vont venir s'ajouter, en fait, à vos recettes pour pouvoir financer ces déficits le temps que vous arriviez au seuil de rentabilité, puisqu'après, avec ce fameux seuil de rentabilité, une fois que vous l'aurez dépassé, vous allez avoir des excédents, et grâce à ces excédents, vous allez financer votre développement. Okay. Voilà ce qu'on va regarder dans cette leçon. Alors, on va le faire en trois parties, donc les deux autres leçons seront dédiées à ça. On va commencer par réfléchir à comment on fait aujourd'hui pour financer ce qu'on appelle les besoins durables. Les besoins durables dans un plan de financement, ce sont les investissements, et les investissements bien sûr productifs. Là-dedans, on va y retrouver les terrains, on va y retrouver les bâtiments, on va y retrouver le matériel, on va y retrouver aussi des valeurs immatérielles, comme par exemple des licences, des cautions, des titres financiers qu'on a placés quelque part, par exemple. Et puis, on va y retrouver aussi le financement, par exemple, des décalages de trésorerie. Mais là, ça va être plutôt, effectivement, la partie investissement, la trésorerie, on le verra tout à l'heure. Et comment on va financer ces besoins? Eh en face, en fait, on va avoir des ressources qu'on va aller chercher, en fait, et qui vont nous permettre de financer ces investissements durablement. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a d'abord des apports en fonds propres. Là-dedans, vous allez retrouver le capital que vous allez apporter, que vous allez mettre au capital. Si c'est une association, on appellera ça des fonds associatifs. Bien sûr, nous, on va privilégier les capitaux patients à intérêt modéré, hein, on verra pourquoi tout à l'heure. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, vous allez avoir des fonds propres. Donc, c'est du capital, ça peut être des comptes courants, ça peut être des fonds associatifs. Tout ce qui va être en fait des fonds qui sont quasi fonds propres ou fonds propres, c'est-à-dire des fonds que vous pouvez garder au moins 7 ans. Ensuite, vous allez avoir un deuxième type de financement hein, pour financer ces investissements. Vous allez avoir des subventions, par exemple, de collectivités territoriales, de fondations. Mais vous avez aussi des dons de particuliers, défiscalisables ou non, ou de fonds de dotation. Et ça va venir s'ajouter à ces ressources qui vont pouvoir financer ces investissements. Et enfin, au pire, donc moi je fais tout pour ne pas, hein, pour l'instant on ne l'a pas fait en 10 ans, hein, donc on va essayer de continuer. Et puis après vous avez les crédits. Donc les crédits, moi je sépare dans les crédits, parce qu'on dit crédit c'est un terme plutôt générique. Moi j'utilise prêt lorsque l'argent existait avant,
qu'il existe pendant le remboursement et qu'il existe après le remboursement. Et j'utilise le terme crédit lorsque la banque vous fait un crédit, c'est-à-dire qu'elle, elle va créer ex nihilo la dette, l'argent que vous avez, puisque vous savez que les banques, en fait, ont cette capacité à créer de la monnaie temporaire avec une contrepartie en monnaie centrale d'à peine 5%. Donc 95% de l'argent que vous fait créer une banque, en fait, c'est de l'argent totalement virtuel. Et en fait, quand vous allez rembourser en fait ce crédit, ça va détruire l'argent au fur et à mesure que vous allez rembourser le crédit. Ce qui fait que dans l'économie, il y a toujours un problème, puisqu'on est toujours en train de rembourser les crédits, et donc on a toujours besoin de nouveaux crédits pour remplir la baignoire. Et comme à chaque fois qu'on remet du crédit, on prend des intérêts, vous comprenez un petit peu la rente que ça fait à nos amis banquiers. Donc nous, notre objectif, c'est de passer plutôt par du prêt. Le prêt, c'est quoi ? Mais le prêt, c'est de l'argent qu'on va aller chercher auprès de personnes morales ou physiques qui existaient. Donc, ils existaient, il est à eux cet argent, ils pourraient le récupérer à la banque s'ils le voulaient. Et donc, on va le leur rembourser. Donc, pendant toute la durée du remboursement, il existera toujours. Et puis ensuite, il existera après. Il existait avant, il existe pendant et il existe après. Voilà. Et donc, nous, on veut plutôt passer par le prêt parce que le prêt fait fonctionner les véritables investisseurs alors que les crédits fait fonctionner nos amis banquiers et particulièrement la partie crédit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant on regarde par exemple, là je vous ai simulé un petit écolieu, hein, voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, voilà, il est en train de se créer, il a 385 000 euros de besoins ici, vous voyez, et puis derrière il est allé chercher 385 000 euros de ressources. Et on voit déjà un premier principe de base dans un plan de financement, c'est qu'il doit être équilibré. C'est-à-dire que les besoins doivent être égaux aux ressources. Là, c'est le cas, vous voyez, 385 000 ici, 385 000 ici. Et là, on retrouve tous les types de besoins qu'on peut avoir. Par exemple, ici, à cet écolieu, ils ont acheté 100 000 euros de terrain. Et puis, ils ont construit ils ont construit ou rénové pour 230 000 euros pour un bâtiment, un atelier de production, a priori. Et puis ensuite, ils ont besoin de 50 000 euros d'investissement en matériel. Et puis là, on voit qu'ils ont une franchise. Alors peut-être c'était un boulanger, par exemple, qui avait pris une franchise, le pain bio de nos campagnes, par exemple. Et bien là, vous voyez, c'est un investissement immatériel parce que c'est une convention qu'il va signer avec la franchise et qui fait qu'il va pouvoir démarrer son activité de pain bio plus rapidement. Okay, et donc, si vous faites la somme ici, vous allez arriver à 385 000 euros. De l'autre côté, on va trouver donc les ressources qui vont financer les besoins. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a des apports, donc des apports en fonds propres. Alors, c'est quoi? C'est PAIM. Je vous l'ai mis, c'est capitaux patients à intérêt modéré. Donc, moi, je vous invite très fortement à aller chercher des capitaux patients à intérêt modéré. Et donc là, il y en a pour 100 000 euros. Et vous voyez, ils sont tout à fait en haut. Plus, en fait, une somme est en haut, dans un plan de financement ou dans un bilan, c'est pareil, et plus ça correspond à du solide, c'est-à-dire des choses qui sont dans la durée, qui vous appartiennent. Plus vous descendez dans les ressources, et plus ce sont des dettes de personnes éloignées des propriétaires de l'entreprise. Donc là, on a donc des apports en capitaux ici pour 100 000 euros. Vous voyez ici, on a alors CC, ça veut dire quoi? Vous l'avez ici, c'est des comptes courants. Si c'est une entreprise ou des fonds associatifs, si c'est une association. Et là, voilà, ils ont récupéré pour 100 000 euros de fonds associatifs ou de comptes courants. La différence entre les apports ici en capitaux et les comptes courants, c'est que les apports, ils appartiennent vraiment à l'entreprise et il n'y a pas de délai de remboursement, alors que les comptes courants, en fait, il y a une rémunération de ces comptes courants. Ce sont des personnes généralement, c'est des personnes qui sont sociétaires, donc qui sont associées à l'entreprise et qui vont prêter ces fonds pour une durée et pour un temps donné. Voilà. Et derrière, ils se font payer avec un petit intérêt. Alors pour les fonds associatifs, il n'y a pas d'intérêt, c'est interdit par la loi, c'est uniquement autorisé pour les entreprises. Là, vous voyez, il y a des aides, on a des dons et des subventions, donc je rappelle la différence pour moi. Les subventions, c'est plutôt, ce que je dirais, pour moi, c'est plutôt c'est comme des dons, mais c'est plutôt lié en fait à
à des organismes, à des personnes morales, fondations, fonds de dotation, collectivités territoriales, régions, départements, communautés de communes, État, ADEME, institutions publiques, hein, qui vont vous donner des subventions. Et les dons, pour moi, c'est sans exigence de réciprocité. C'est-à-dire que ce sont des dons que des personnes vont vous donner, des personnes généralement physiques, donc des particuliers. Et ils peuvent éventuellement demander une défiscalisation si vous pouvez la leur octroyer. Et c'est pour ça que je mets aussi les fondations et les fonds de dotation qui peuvent permettre une défiscalisation de ces dons. Et là, vous voyez, par exemple, il y a eu 68 000 € de dons qui se sont rajoutés pour financer les différents éléments dont avait besoin cet écolieu. Et à la fin, on voit que, malheureusement, ils n'ont pas eu assez pour couvrir ensemble leur rapport, et donc ils ont fait appel à une banque qui leur a prêté ou qui leur a fait crédit de 125 000 €. Et donc, bien sûr, ce crédit va se reporter ensuite sur l'exploitation sous forme d'intérêt. OK ? Voilà, donc là, on a un exemple d'un plan de financement qui vient de financer les investissements, donc les besoins d'investissement en fait, de cet écolieu. Et dans la deuxième leçon, on va voir les autres types de financement d'un plan de financement. Donc on a vu dans la dernière leçon qu'on avait des besoins à financer qui étaient les besoins durables, hein, donc on appelle aussi investissements, et qu'on pouvait les financer avec des apports en fonds propres, des aides, subventions et dons et des crédits, prêts ou crédits. Et là on va rajouter maintenant ce qu'on appelle les décalages de trésorerie. Alors c'est quoi les décalages de trésorerie? Les décalages de trésorerie, c'est quand dans une entreprise, vous avez des dépenses et des recettes qui n'arrivent pas au même moment. Par exemple, on va prendre comme exemple dans une association, par exemple, on peut tout à fait imaginer qu'une association reçoive des subventions, donc elle a un document signé. Vous vous souvenez, on a vu ça dans la partie budgétaire, dans une leçon précédente. Donc là, elle a reçu un accord signé, par exemple, de la région lui disant, ben voilà, je vous ai financé 30 000 €, et donc on a le papier. Mais par contre, les sous ne sont pas sur le compte, parce que si on commence à dépenser sur le compte de l'argent qu'on n'a pas, ça va poser un problème. Donc du coup, par contre, les dépenses qui vont être affectées à cette subvention, par exemple, imaginons que c'est une subvention pour apprendre à des gamins à l'école, comme nous à Trentel, par exemple, à faire de l'agroécologie, donc à faire de la permaculture. Eh bien, si nous engageons un animateur pour accompagner ses enfants, il va falloir qu'on le paye de suite. Ce qui veut dire que peut-être on va devoir le payer à la fin du mois, parce que c'est un salaire, ça se paye toutes les fins du mois, mais on va recevoir que la subvention que 90 jours après. Ce qui veut dire que pendant 90 jours, on va avancer l'équivalent de 3 mois de salaire. Donc là, on voit bien que si je fais juste ça, recette de subvention en 90 jours, dépenses tous les mois du salaire de l'animateur, à la fin, je vais avoir un décalage. Si je n'ai pas de l'argent en avance qui me permet de financer, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire j'ai des recettes qui vont arriver, mais j'ai des dépenses immédiates que je ne peux pas financer. Eh bien, le plan de financement, son objectif, ça va être aussi de prendre en compte cette trésorerie. Donc, pour vous donner un exemple très concret, là, par exemple, on voit on retrouve le même écolieu que tout à l'heure, hein. On voit ici que, par exemple, il a toujours son terrain à acheter, ses bâtiments, son matériel, mais il a aussi prévu 15 000 € de financement de trésorerie, parce qu'entre ses achats et ses dépenses, il pense qu'il aura sur l'année à peu près 15 000 € de décalage de paiement. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il est allé chercher ici 15 000 € d'un crédit de trésorerie, peut-être avec sa banque, par exemple, qui lui a fait un relais de trésorerie pour financer sa trésorerie. Et vous voyez bien que ça a augmenté. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on était à 385 000. Là, on est passé à 400 000 parce qu'on a réintégré les besoins de trésorerie. Donc, quand vous allez faire votre plan de financement de votre écolieu, il faut vraiment que vous pensiez à intégrer votre trésorerie, et vous verrez, on travaillera dessus grâce à un logiciel de prévisionnel pour savoir quel est les décalages de trésorerie et combien vous aurez besoin de financement pour financer votre trésorerie, qu'il vous faudra rajouter dans votre plan de financement, sinon vous risquez d'avoir les fameux effets ciseaux dont je parlais. Voilà. Mais il peut y avoir aussi l'inverse, il peut y avoir des ressources de trésorerie. Imaginons par exemple que nous ayons l'effet inverse. C'est-à-dire que nous encaissions directement, imaginons par exemple je suis un boulanger bio,
j'encaisse directement les pains de mes clients quand ils prennent le pain. Donc, nous sommes à J0, c'est-à-dire que j'encaisse le jour même où je vends. Et par contre, je paye, par exemple, mon fournisseur de farine, je le paye à 90 jours. Eh bien, je vais avoir un décalage de paiement, puisque ça veut dire que je vais encaisser de l'argent de suite, mais derrière, je n'aurai pas à payer mon fournisseur que dans 90 jours. Donc, du coup, je vais garder cette trésorerie. C'est finalement le fournisseur qui finance la trésorerie, là. Eh bien, ça aussi, on en tient compte dans les plans de financement. Regardez ce que ça donne. Ben là, vous voyez, on a le même compte, le même plan de financement que tout à l'heure. Et vous voyez ici, bien, on a une ligne qui apparaît ici. Et on voit qu'on a 15 000 euros de dette fournisseur, mais on a 15 000 euros de crédit fournisseur. Donc, ça s'annule ici. C'est-à-dire que les crédits fournisseurs permettront de payer les dettes fournisseurs. Et du coup, on n'a pas besoin de 400 000 euros, on n'a besoin que de 385 000, puisqu'on n'a pas besoin d'aller chercher cet argent ailleurs. Imaginons que le crédit fournisseur, on ne l'ait pas eu, et que nos clients payent à 30 jours. Et ben, du coup, il aurait fallu trouver 5 000 euros de trésorerie, puisqu'on devrait payer immédiatement ce que nos clients nous paieraient à 30 jours. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est extrêmement important, ces décalages de trésorerie. Il y a beaucoup de petites sociétés, de petites boîtes qui se croient arriver au moment où leur chiffre d'affaires décolle, mais comme ils n'ont pas prévu leur trésorerie, eh bien, ils ont ce qu'on appelle des effets ciseaux, et c'est comme ça qu'il y a des faillites, malheureusement, sur plein de petites structures qui n'ont pas prévu leur croissance. Alors déjà, pour bien comprendre comment fonctionne l'exploitation, vous vous souvenez, là on en a déjà parlé, donc on a plusieurs phases quand on crée une entreprise ou un écosystème coopératif territorial ou un écolieu, c'est pareil. Il y a une phase où on va avoir des déficits qui sont liés en fait au fait qu'on a moins de recettes qu'on a de dépenses et donc du coup on va utiliser nos ressources, nos fonds propres en fait pour pouvoir financer ces déficits jusqu'à ce que progressivement on augmente notre chiffre d'affaires jusqu'à arriver à un moment donné où nos recettes seront supérieures à nos dépenses, ce qui nous permettra ensuite de faire des bénéfices et pouvoir nous développer. Donc c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc pendant le seuil de rentabilité, en fait, c'est quand les recettes égalent les dépenses. Voilà, c'est le minimum, on peut dire que c'est le moment. Je vous renvoie à l'autre module sur la comptabilité systémique. Donc là l'idée, c'est vraiment le moment de naissance, il est ce moment très particulier où les recettes égalent les dépenses. Donc pendant tout ce temps-là que va durer ce moment où on ne va pas avoir suffisamment de chiffre d'affaires, il va falloir que ça se soit financé par le plan de financement. Donc le plan de financement, déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer au minimum du minimum à payer en fait les biens qu'on va consommer. Par exemple, si on est par exemple un boulanger et que pour l'instant on a très peu de chiffre d'affaires, le minimum du minimum qu'il va falloir financer, c'est les biens consommés, la farine, l'eau, le sel, les figues, s'il fait du pain aux figues. Donc ça, parce que s'il n'a pas d'argent pour financer ça le temps que ses clients le payent, le boulanger, il ne va pas durer très longtemps. Et puis ce qu'on appelle aussi les prix des biens utilisés, c'est-à-dire les biens utilisés, ça va être par exemple le local, si on paie un loyer par exemple, l'électricité, si on a de l'électricité, l'assurance, si on a l'assurance. Donc le plan de financement, il doit au moins prendre en compte ce qu'on appelle le capital circulant, c'est-à-dire c'est l'argent qui va circuler entre nous et les fournisseurs. Donc il faut au moins que ça se soit prévu dans le plan de financement, sinon on ne pourra même pas commencer à vendre quoi que ce soit puisqu'on ne pourra rien acheter, on n'aura pas d'argent. Ensuite, dans un deuxième élément, ce qui va faire, ce serait important qu'il puisse financer le travail aussi, qui est le deuxième facteur de production d'une entreprise. C'est-à-dire que souvent, les associés, les sociétaires, donc les gens qui sont engagés dans l'entreprise qui se crée ou dans l'écolieu qui se crée, ils vont travailler à l'œil au départ, parce qu'ils veulent bien au départ travailler à l'heure, c'est ce que nous on appelle des volontaires. Mais à un moment donné, ce serait bien quand même de commencer à les payer, ces volontaires. Donc si déjà au départ on peut avoir des dons, des subventions qui viennent financer, par exemple des revenus de transition qui viendront, et bien ça rentrera dans le plan de financement, on se dira voilà, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, on va financer des revenus de transition pour donner les moyens aux gens qui vont démarrer l'écolieu de pouvoir vivre dignement de leur travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à dépenser leur propre épargne et qui sont prêts à vraiment se serrer la ceinture pour lancer un écolieu ou une entreprise. Donc du coup, dans votre plan de financement, c'est bien de commencer à prévoir
des revenus qui vont venir financer le travail des personnes qui vont démarrer, ce qui vous permettra de les avoir plus longtemps dans votre écolu, le temps d'arriver à ce seuil de rentabilité. Et puis, si vous avez de nouveau des financements adéquats, ben là, vous pourriez monter jusqu'à commencer à mettre de côté les amortissements. On en a parlé tout à l'heure, hein, les amortissements, c'est donc alors, un amortissement, non, je pense pas que j'en ai parlé tout à l'heure, donc je reprends. Donc, ensuite, il faut aussi penser à financer le capital fixe. Le capital fixe, c'est quoi en fait? C'est les investissements que vous avez investis pour lancer vos activités sur votre écolieu. Et donc, ils vont générer ce qu'on appelle des amortissements. Alors, c'est quoi un amortissement? On considère que une maison, une voiture, du matériel, ça s'use dans le temps. Par exemple, si je prends un bâtiment, eh bien, on va dire que ce bâtiment, il va avoir une durée de vie, par exemple, de 20 ans. Donc, si par exemple, ce bâtiment, il coûte 50 000 euros, par exemple, eh bien, on va se dire, si on l'amortit sur 20 ans, eh bien, il va falloir mettre de côté tous les ans un cinquantième de sa valeur. Donc, si on prend par exemple un bâtiment qui vaut 100 000 euros et qu'on l'amortit sur 10 ans, eh bien, tous les ans, on va devoir mettre de côté 10 000 euros. 10 000 euros tous les ans de côté pour financer l'amortissement de ce bâtiment. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir des sous de côté. Et donc, quand le bâtiment va se dégrader et qu'il va falloir commencer à faire des réparations, eh bien, on aura mis des sous de côté et on pourra puiser dans ces réserves, ce qu'on appelle des provisions, pour pouvoir rénover ce bâtiment. Si on ne le fait pas, au bout d'un certain temps, le bâtiment, il peut s'user, il peut même mourir, ou le matériel, il peut se déprécier et même ne plus marcher. Et du coup, ça va entraîner un problème avec nos facteurs de production, puisqu'il va falloir changer ce matériel, ou alors on ne pourra plus travailler, et là, ça va être grave. Donc, plus vous avez une précision sur les amortissements de votre capital fixe, le travail que vous voulez rémunérer, qui est vital pour faire fonctionner, et puis la partie capital circulant, c'est-à-dire le prix des biens consommés et les prix des biens utilisés, que tout ça, vous l'avez mis dans votre plan de financement, et bien du coup, ça va vous permettre, pendant toute cette durée où vous allez être déficitaire, de financer par ces apports le développement de votre entreprise jusqu'à arriver à un moment donné où vous n'en aurez plus besoin. Alors maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc, vous vous souvenez qu'on avait nos besoins, vous voyez, ils grandissent, hein, puisqu'au début, on avait uniquement les investissements, puis ensuite, on avait la partie décalage de trésorerie qu'il faut aussi financer, et puis maintenant, on voit qu'il faut aussi financer nos pertes d'exploitation jusqu'à ce que nos bénéfices viennent se rajouter en ressources et il nous permet de ne pas avoir à aller chercher des fonds à l'extérieur. Mais pour l'instant, il va falloir financer ces déficits. Et comment on va financer ces déficits? De nouveau, par des apports en fonds propres, des subventions et des dons, et des prêts ou des crédits. Et ça va nous permettre de tenir le coup jusqu'à arriver au seuil de rentabilité. Alors prenons par exemple un exemple concret. Voilà, par exemple, si mes recettes, ventes, subventions et dons ne suffisent pas à payer mes dépenses, achats, fonctionnement, salaire, taxes, amortissement, eh bien je vais me retrouver ici avec un déficit d'exploitation, c'est-à-dire que mon excédent sera négatif et donc il va falloir le financer. Et c'est ce qu'on va par exemple retrouver ici, donc dans cet écolieu, toujours le même, je prends toujours le même. Vous voyez ici, il a toujours 385 000 euros d'investissement à financer. Par contre, là, on voit que là, il a prévu de faire un déficit de 15 000 euros cette année. Et donc ça va apparaître en fait en dégradation en fait de ses apports. Puisqu'en fait, pour compenser ce déficit, il va falloir qu'il ajoute 15 000 euros. Il va falloir qu'il ajoute 15 000 euros. Ça veut dire qu'il n'aura plus seulement besoin de 100 000, il aura besoin de 115 000 pour pouvoir financer ce 15 000 euros. Parce que s'il n'a pas ces 115 000 euros et qu'il perd 15 000 euros, ça veut dire qu'il ne pourra pas payer. Et donc en fin d'année, il va se retrouver en cessation de paiement. Et vous savez qu'une entreprise, si jamais elle a moins de 50% elle est en dessous des 50% de son capital, n'importe quel fournisseur peut aller voir le tribunal de commerce et la mettre en dépôt de bilan pour réclamer sa facture. Donc je vous invite très sérieusement à mettre des sous de côté et à prévoir, et c'est ce qu'on fera avec le prévisionnel, avec le logiciel, on essaiera de prévoir c'est quoi vos besoins en fait pour financer vos déficits
Nous, par exemple, avec le quartier rural de Lustrac, on a des déficits très importants pendant les 3, 4, 5 premières années, puisqu'en fait, il va falloir qu'on construise tous les bâtiments, qu'on achète les véhicules, qu'on installe les panneaux photovoltaïques. Et donc, tous ces investissements, ils vont avoir des amortissements, et ces amortissements, ils vont peser sur les dépenses. Et donc, derrière, il faut qu'on ait des capitaux patients et intérêts modérés pour financer ces déficits pendant 3, 4, 5, 6 ans, le temps que l'écosystème décolle. Voilà. Alors, un autre élément très important, c'est qu'à un moment donné, nos recettes, elles vont continuer à augmenter. Du coup, elles vont être supérieures à nos dépenses. Et là, dans le cas où c'est supérieur à nos dépenses, on va avoir un bénéfice d'exploitation. Et ce bénéfice d'exploitation, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Eh bien, il va nous permettre de mettre de côté des sous. Et cette fois-ci, regardez, il va devenir en fait une ressource. Et là, comme on est ici, comme nos recettes sont supérieures à nos dépenses maintenant, eh bien, ces recettes excédentaires, elles ne sont pas dépensées. Elles deviennent donc de la trésorerie qui va renforcer nos ressources et qui va nous permettre soit de pouvoir nous développer à l'extérieur, c'est-à-dire acheter un autre terrain par exemple, ou construire un nouveau bâtiment, ou alors ça va nous permettre d'acheter du matériel supplémentaire, d'améliorer les conditions de travail, de faire des aménagements. Et bien là, par exemple, dans le cas de cet écolieu excédentaire, il a fait 15 000 euros d'excédent, il a décidé, là par exemple, il ne l'avait pas prévu initialement, mais comme il prévoit de faire 15 000 euros de bénéfice, il dit, moi avec ce bénéfice, je vais aménager le terrain en permaculture et je vais intégrer des coûts aussi de biodiversité, de telle façon à faire en sorte que mon écolieu respecte les vivants. Voilà, et ça, il peut le faire parce qu'il a prévu un résultat de 15 000 euros bénéficiaire. Voilà.